Bonsoir à tous, et merci d'être ici pour une nouvelle histoire inoubliable. Et si tout ce que vous aviez bâti de vos propres mains s'effondrait? Et si l'amour que vous aviez choisi pour défier votre père devenait votre plus grande erreur? Voici l'histoire d'un homme prêt à tout pour reprendre le contrôle, même au prix de tout perdre. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire après l'écoute, vos retours sont essentiels pour continuer à partager ces histoires puissantes. Je n'ai jamais été le fils que mon père voulait. Trop libre. Trop têtu. Trop moi. Pendant que d'autres fils suivaient les traces tracées à coups de millions et de recommandations, moi, j'ai pris le sentier des machines, du béton, du froid. Là où la sueur remplace l'héritage et où le respect ne se reçoit qu'après l'effort. Ce n'était pas un caprice. C'était vital. Le vacarme du sol industriel, le ronronnement des lignes d'assemblage, les vibrations sourdes dans les murs métalliques. Tout cela m'apaisait. Ce n'était ni noble ni propre, mais c'était vrai. L'usine ne mentait jamais. Moi, Antoine Delambre, directeur des opérations, fils du grand Marcus Delambre, j'avais choisi ma voie. Et même si les fêtes approchaient, la fin d'année ne me donnait aucune paix. Je ne pensais qu'à ce qui m'attendait, des décisions à prendre, des comptes à fermer, un avenir à redessiner. Le froid hivernal s'infiltrait jusque dans mes os, malgré la mousse isolante et les murs épais. Mes pas résonnaient sur le béton brut alors que je scrutais l'activité de l'atelier. Mes yeux s'arrêtèrent sur Bruno Collet, le contremaître au sourire éternellement ironique. Il savait que je vérifiais tout. Toujours. Et ce jour-là, comme tous les autres, il hocha la tête d'un air entendu. Les feuilles de temps seraient déposées à ma porte. On payait tout le monde jusqu'à la fin de la journée, même ceux qu'on renvoyait tôt. C'était ma règle. Ce soir-là, en rentrant, tout avait ce goût rance que je ne supportais plus. Mon épouse, Charlène. Elle traînait en nuisette, verre à la main, comme si la journée n'avait jamais commencé. Le salon empestait l'alcool rassis et les déchets. Des canettes vides jonchaient la table basse, entaillant le bois ancien comme pour me rappeler ce que j'avais laissé se détériorer. Et moi? J'étais tout aussi abîmé. Le miroir de la salle de bain m'a renvoyé un visage bouffi, des cernes profonds, une barbe trop longue et un regard que je ne reconnaissais plus. Je me suis rasé en silence. L'eau chaude, miraculeusement encore fonctionnelle, me rappelait qu'il restait des choses qui marchaient. Mais pas notre couple. Pas cette maison. Pas moi. Et pourtant, je l'avais choisi. Sa voix stridente, sa manière d'exister comme une explosion permanente. Elle m'avait séduit parce qu'elle horrifiait mon père. Un jour, il avait même menacé de la liquider si elle tombait enceinte. Rien que pour ça, je l'avais épousée. Un doigt d'honneur symbolique. Et maintenant, 14 ans plus tard, j'étais prisonnier d'un choix que j'avais fait pour les mauvaises raisons. Quand ma mère m'a appelé ce matin-là, la voix cassée par l'alcool et le temps, c'était pour m'annoncer la mort de mon père. Aucune surprise. Un AVC, des années de déclin, une jeune épouse insipide nommée Charlène. Oui, une autre Charlène ou le comble, et l'oubli. Il s'était éteint comme il avait vécu ces dernières années, loin, amer, inutile. Charlène, ma Charlène, n'a pas réagi. Elle a simplement grogné, dérangé dans sa gueule de bois, et s'est resservi un verre. Moi, j'ai commencé à nettoyer. Pas par envie. Par honte. Par fatigue. Je ne savais plus par où commencer, les emballages, la vaisselle sale, la crasse sur les escaliers. Elle m'observait avec ce sourire moqueur, entre deux gorgées de vodka. Tout était devenu insupportable. Ma chemise ne fermait plus, mon meilleur costume tirait sur les coutures. Je ne montais plus sur la balance depuis longtemps. Elle, bien sûr, prétendait peser le même poids qu'au mariage. Je ne répondais même plus. J'étais fatigué de tout, d'elle, de moi, de ce quotidien qui sentait la faim. Je me suis habillé, j'ai fermé la porte, et je suis allé là où je savais qu'il y aurait un peu de lumière, chez ma mère. Léa et Jérôme étaient déjà là, entourant Suzanne autour de la table du petit déjeuner. On a parlé des funérailles. Elle ne voulait pas y aller. Je les ai suppliés. Puis le couperet est tombé, c'était à moi d'écrire l'éloge funèbre. Moi? Parler d'un homme que j'avais fui? Dire du bien d'un tyran égoïste? J'ai ri, jaune.
Et puis j'ai accepté. Quand je suis rentré, Charlène préparait déjà notre prochaine cuite. J'ai dit non. Elle n'a pas compris. Ou plutôt, elle ne voulait pas comprendre. Alors cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai vidé son portefeuille. Chaque carte de crédit, chaque carte de débit, enfermée dans le coffre. Le mien aussi. Sauf une, pour les besoins. Le lendemain, elle a hurlé. Je n'ai pas bronché. Elle n'avait plus accès à rien. C'était la première pierre. La première gifle contre le chaos. Le téléphone ne cessait de vibrer sur la table. Charlène appelait encore et encore, sa voix perçante remplissant la boîte vocale de menaces, de supplications, de hurlements qui me faisaient moins peur qu'ils ne m'ennuyaient. J'avais la gueule de bois, les mains qui tremblaient sur ma tasse de café, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas en colère. J'étais vide. Calme. Presque tranquille. Elle ne comprenait pas que quelque chose en moi s'était brisé définitivement. Ce n'était pas un caprice. C'était un seuil franchi. Elle croyait que j'avais fait ça pour la punir. Elle n'avait pas encore saisi que je le faisais pour survivre. La rupture n'avait rien à voir avec l'argent. C'était une libération. Et bien sûr, elle ne s'est pas arrêtée là. Moins d'une heure plus tard, c'est Michel Dufresne, de la Banque Première Union, qui m'a appelé. Charlène avait tenté de faire émettre une nouvelle carte liée à mon compte personnel. J'ai été clair, glacé. Elle n'a accès qu'à ce qui est à son nom. Si un seul centime de mon argent va vers elle, je change de banque. Michel a compris. Et dans mon oreille, la voix de Charlène reprenait un autre message vocal, 1 minute 48 de pure rage. En l'écoutant, je suis passé devant le bâtiment en acier brossé où mon nom, de l'Ambre Énergie, s'étalait encore en lettres massives. L'ironie m'a frappé de plein fouet, c'était le nom de mon père. C'était mon nom. Et pourtant, j'avais fui cette identité toute ma vie. Mais ce jour-là, au milieu de ces hurlements, pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Elle parlait de divorce. Enfin, un mot raisonnable sortait de sa bouche. J'aurais dû me sentir accablé, mais au lieu de ça, je me sentais libre. Soulagé. Mon ancien avocat, Nicolas Fournier, était mort. Je l'avais vaguement appris dans une lettre que je n'avais jamais pris la peine d'ouvrir complètement. Je ne me souvenais même plus du nom de celui qui avait repris le dossier. Plutôt que d'affronter une musique d'attente interminable, j'ai pris la décision stupide de rentrer chercher la lettre. Charlène ne m'attendait pas seule. Sa mère était là. Et avec elle, un homme qui se faisait appeler Tonton Boutsy, un vieux débris en survêt usé, l'air de rien mais les mains déjà pleines de reproches. L'ambiance était électrique. Je l'ai senti dès que j'ai franchi le seuil. Boutsy m'a pointé du doigt, lançant ses sermons sur les droits financiers de Charlène comme s'il connaissait quoi que ce soit à la loi. J'ai sorti mon téléphone et commencé à enregistrer. Il ne m'a pas pris au sérieux. Mauvaise idée. Il m'a touché. 1 fois. 2 fois. À la 3e, j'ai agi. Réflexe. Coup de genou. Coup au nez. Il s'est effondré en criant. Sa compagne, la mère de Charlène, est restée figée. Charlène elle-même a hurlé sans avancer. Moi, je suis resté immobile. Froid. Détaché. C'était fini. J'ai trouvé la lettre, le nouveau cabinet s'appelait Clément Flavien et Associés. Avant même d'envoyer un mail, les coups sur la porte ont repris. Les flics. Déjà. Pas de sirène. Juste 2 agents et un vieux Boutsy qui se plaignaient en sang sur le tapis. Je l'ai frappé une seconde fois, parce qu'il tentait encore de se faire passer pour une victime. Charlène a crié, sa mère s'est effondrée, mais moi, j'étais calme. Les policiers ont fait leur travail. J'ai été menotté sans résister. Ils s'excusaient presque. C'est la procédure, monsieur. Je comprenais. Je me laissais faire. Charlène, elle, refusait. Elle hurlait, mordait, se débattait. Et pendant qu'il la traînait dehors, j'ai vu les voisins qui nous observaient depuis le trottoir. Ça faisait plus de 10 ans que j'habitais là, et je ne connaissais pas un seul de leurs prénoms. L'un des policiers m'a tendu mes clés et m'a expliqué comment activer l'alarme. Je l'ai remercié d'un hochement de tête. Puis j'ai murmuré, ironique, « Faites-moi une faveur,
éviter qu'on se retrouve dans la même cellule. Ils ont ri. L'un d'eux a répondu, promis. À l'arrière de la voiture de police, j'ai appelé Clément Flavien. J'ai laissé un message. Il était temps de déclencher la machine. Et lorsque l'on m'a demandé si je connaissais le nom de l'avocat de Charlène, j'ai dû admettre que je n'en avais aucune idée. Je ne savais même pas qu'elle en avait un. Au tribunal, sa voix perçait les couloirs, hurlant comme si on l'égorgeait. Clément m'a écouté d'un air neutre mais vif. Il a accepté de prendre le dossier de divorce, à condition de gérer d'abord l'audience pour violence présumée. Le substitut du procureur, David Hérault, a vérifié mon dossier. Mon emploi stable dans le département de Sainte-Anne m'a sauvé. Aucun risque de fuite. L'affaire a été classée. Charlène, en revanche, a fait une scène digne d'un film. Elle a dû être traînée hors de la salle. Moi, j'ai pris une douche, me suis rasé, changé de costume, puis j'ai rappelé Clément. Il fallait avancer. Mon père était mort 2 jours plus tôt. Notre relation avait toujours été glaciale, mais je ne voulais pas que Charlène mette la main sur un centime de ce qu'il avait laissé. Pour ça, il fallait divorcer avant la lecture du testament. C'était stratégique. C'était vital. Je n'avais pas dormi cette nuit-là. Le visage de mon père hantait mes pensées, figé dans le marbre des souvenirs que je n'avais jamais voulu garder. Et pourtant, c'est bien dans cet héritage que je devais maintenant naviguer. Lors de la visite funéraire, mon costume, acheté à la va-vite, serrait trop fort. J'avais maigri, mais pas au bon endroit. Mes sœurs Claudine et Bernadette étaient présentes, uniquement pour soutenir notre mère, Suzanne. Le discours que j'avais rédigé ou l'éloge funèbre n'était pas un hommage. C'était une tentative d'équilibre entre vérité et décence. J'y ai évoqué l'empire industriel qu'il avait bâti, sa vision stratégique, sa rigueur. Puis j'ai glissé une anecdote. Aimer un fils difficile, ce n'est pas toujours naturel. Lisa, en m'écoutant, a soufflé un petit rire nerveux. Après la cérémonie, elle m'a serré dans ses bras. Moi aussi, j'ai ri. Pas de joie. Juste de soulagement. Pendant que Charlène réussissait à transformer sa garde à vue en cure de désintoxication approuvée par le tribunal, et prise en charge par Emma Mutuelle, Clément, mon avocat, s'occupait de faire avancer le dossier. Impossible de savoir exactement comment elle avait manipulé le système. Clément, mi-amusé mi-fataliste, avait résumé ça d'un sourire, elle est soit très intelligente, soit très chanceuse. Je connaissais la réponse. Elle était simplement manipulatrice. Le lendemain, la lecture du testament a surpris tout le monde. Malgré son remariage, mon père n'avait pas effacé sa première famille. Financièrement, il nous avait tous protégés. Dans la salle du cabinet d'avocat, Suzanne a immédiatement exigé une réunion du conseil d'administration de Delambre Énergie. Elle a été nommée PDG sans difficulté. Moi, en revanche, on m'a proposé le poste de directeur des opérations. J'ai voté contre ma propre nomination. Je travaillais déjà, j'avais un poste stable. Mais mes frères et sœurs ont insisté. Jérôme a parlé de la différence de salaire. Léa m'a rappelé que cela concernait l'avenir de Gabrielle, sa fille. J'ai cédé. À contre-cœur. C'est du chantage, ai-je murmuré. Tu te sers de ta fille contre moi. Mais au fond, je savais qu'ils avaient raison. Je ne pouvais pas fuir éternellement. Le lundi matin, j'ai appris que Charlène avait quitté sa cure sans autorisation. Une simple formalité administrative, mais qui me permettait de reprendre la main. Clément a contacté un huissier, Cédric Javelin, pour la servir officiellement. Il n'a pas perdu une seconde. Il l'a trouvée dans une caravane chez une certaine Donna Frick, une vieille amie de Beuvry. Elle l'a pris pour un dealer, lui a tendu des billets en panique. Il lui a simplement tendu l'enveloppe, souriant. Elle avait été servie. Je n'avais pas besoin de confirmation, ses appels furieux se sont multipliés immédiatement. Lorsqu'elle a crié sur ma ligne professionnelle, je suis resté impassible. Une collègue, Anne, m'a invité à déjeuner. 3 enfants, mère célibataire, un appartement trop petit. Elle m'a parlé de son ex, de ses galères, de sa collection de poupées vaudou. J'ai souri. Tu sais pourquoi le divorce coûte si cher ?
parce que ça en vaut la peine. Ma démission de mon poste précédent fut saluée avec étonnement. Certains collègues venaient me dire au revoir en plaisantant sur la taille de mon bureau. Avant de partir, j'ai remis à Anne une enveloppe. 4 billets pour une retraite familiale dans un ranch, à Chenclair, en Provence. Elle n'a pas su quoi dire. Mon premier jour chez Delambre Énergie fut un cauchemar assourdi par le vacarme du métal. Les employés me regardaient de travers. Ils n'avaient pas confiance. Pour eux, je n'étais qu'un héritier parachuté. Pas un homme de terrain. Les réunions n'allaient nulle part. Puis un client étranger a appelé. Furieux. Livraison en retard. Image ternie. J'ai raccroché et j'ai décidé. Le lendemain matin, la salle de repos débordait de beignets Tornado, de litres de café et de lait frais. Les employés riaient, surpris. Puis je me suis levé. Sur un tableau géant, j'ai pointé une ligne rouge. Production de l'année dernière. Résultat? Prime de Noël. On a murmuré. J'ai enchaîné. Vous les avez eus 2 jours avant le 25. Ça fait d'elles des primes de Noël. Pas d'accord? Remboursez-les. Silence. Puis la ligne bleue. Cette année. Dramatique. Qu'est-ce qui a changé? La demande? Non. Les livraisons? Non. Alors? Rien. Des regards fuyants. Mon père n'était pas là, c'est tout. Il ne portait pas de caisse. Il ne vissait pas de boulon. Il signait les chèques. Et ça, je le fais aussi. J'ai replié le tableau et je l'ai jeté. Vous avez 6 semaines pour redresser la barre. Sinon, tout le monde part. Pas d'exception. Et j'ai gravi les marches en métal. Sans me retourner. Moins d'1 mois après mon ultimatum, Léa m'a montré les chiffres. La production avait non seulement retrouvé son niveau précédent, mais elle allait même le dépasser. Jérôme a proposé de verser des primes pour motiver les ouvriers. J'ai refusé. Pas de récompense pour des gens qui n'ont recommencé à faire leur travail que sous la menace du licenciement. Léa m'a regardé comme si j'étais devenu un monstre, mais Suzanne a pris la parole. Elle a tranché. Les primes seraient versées. Et s'il faut, je les financerai moi-même, a-t-elle dit, avec cette fermeté glaciale qui ne souffre aucune contestation. Même en coupant les ponts avec Charlène, je continuais à payer les factures de la maison. L'eau, l'électricité, l'assurance. Un automatisme peut-être, ou juste une forme d'attachement maladif à ce passé que je n'assumais plus. J'ai envisagé de déménager, de me rapprocher de l'usine, mais les quartiers environnants étaient délabrés. Le seul endroit qui aurait pu convenir était la résidence sécurisée de Bois de Clément, près du golfe. Là où vivait ma mère. Mais je ne pouvais pas m'imaginer croiser Suzanne tous les dimanches en robe de tennis. J'avais besoin d'un lieu à moi. D'un vrai nouveau départ. C'est là qu'est apparue Vanessa Arnaud. L'agent immobilier qui m'a été recommandé était jeune, direct, et loin des vendeuses en tailleur rigide auxquelles j'étais habitué. Elle ne m'a pas fait perdre de temps. La maison qu'elle m'a montrée à Ardington était un bijou rare, 3 étages, briques brunes, poutres en bois apparentes, garage pour 3 voitures avec appartement d'amis au-dessus. À l'intérieur, une bibliothèque intégrée, un hall majestueux, une cuisine spacieuse, des suites avec jacuzzi et cheminée. Quand j'ai vu le dressing du dernier étage, j'ai plaisanté, il est plus grand que mon premier appartement. Elle a ri. Et moi, j'ai su que c'était ici. J'ai fait une offre au-dessus du prix. Quelques heures plus tard, au Cowboys BBQ, elle m'a envoyé un message. L'offre était acceptée. Clément m'a appelé peu après. Grâce à l'absence prolongée de Charlène, le juge a levé l'obligation de poursuite de la thérapie conjugale. Nous pouvions enfin avancer sur le divorce. Mais son avocat s'est opposé, prétendant qu'elle n'avait pas donné son accord. Le juge a vérifié, son procès était dans 4 mois. Pas de décision avant. Un contretemps. J'étais prêt à me battre, mais Clément m'a retenu du regard. Ce n'était qu'un délai. Rien de plus. Charlène n'a pas lâché prise. Elle m'a appelé sur la ligne de l'entreprise. Corinne Louvet, l'ancienne assistante de mon père, m'a dit, elle est en ligne 3. Sa voix était amère, sèche. Elle m'a insulté,
m'a demandé pourquoi le divorce ne progressait pas. Je lui ai rappelé qu'elle avait abandonné les séances, qu'elle avait été arrêtée. Elle s'est adoucie. Elle a dit qu'elle m'aimait encore. Et pour la première fois, j'ai cru ses larmes. Mais ça ne changeait rien. Je lui ai dit que même si elle pouvait aimer, elle ne m'avait jamais aimé. Pas vraiment. Pas comme on aime un être humain, avec patience, respect, tendresse. Nous avions construit une guerre, pas une vie. Elle a pleuré, supplié. J'ai tenu bon. J'ai dit non. Puis, très vite, est venue la rage. Elle a juré de ne jamais signer. Clément, imperturbable, a transmis l'avertissement à son avocat. Tout coup supplémentaire serait à la charge de Charlène. Et comme par magie, les insultes ont remplacé les supplications. Elle a hurlé que je me servais de l'héritage de mon père contre elle. Je n'ai pas nié. Oui. C'était exactement ça. Elle a craché des malédictions au téléphone. J'ai raccroché. Et un jour, enfin, le décret de divorce est arrivé. Un pli épais de la cour de Sainte-Anne m'attendait sur la table de ma nouvelle cuisine. Je l'ai ouvert sans trembler. La formule était sèche, administrative. Le mariage était dissous. 14 ans. Une phrase. Une larme. Gabriel m'a serré dans ses bras. Léa m'a souri. Suzanne n'a rien dit. Mais dans son silence, je lisais une forme de soulagement. Charlène a continué d'appeler. Tous les jours. Puis toutes les semaines. Puis plus rien. Jusqu'au réveillon de Noël. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé mieux. Un autre homme. Plus jeune. Plus riche. Meilleur. J'ai à peine réagi. Je lui ai souhaité un joyeux Noël. Et j'ai raccroché. Puis j'ai ouvert une enveloppe rouge vif. Un chèque de 200 000 €. Cadeau du cabinet pour mon rôle dans le redressement de Delambre Énergie. En dessous, une autre enveloppe. Une carte postale. Anne et ses enfants à cheval, à Chêne-Clair. 2 ans après le voyage que je leur avais offert, ils y retournaient. Tous souriaient. J'ai réservé immédiatement un nouveau séjour pour eux. Puis, presque par automatisme, j'en ai réservé un aussi pour Charlène. Une place pour elle et un invité. Je savais qu'elle n'irait pas. Mais je l'ai fait quand même. Le lendemain de Noël, je suis allé chercher ce que je n'avais jamais osé m'offrir, une Bentley blanche, sobre mais redoutablement élégante. Elle filait sur l'asphalte avec un silence que même les dodanes de Delambre Énergie n'arrivaient pas à troubler. Cette voiture ne disait pas « je veux me faire remarquer », elle disait « je n'ai plus besoin de le faire ». C'était un luxe discret, comme la paix que je cherchais depuis des années. Le réveillon du Nouvel An se tenait au club de Bois de Clément. Je n'en attendais pas grand-chose. Je m'y suis rendu seul, mais je n'étais pas le dernier à arriver. Une voiture s'est garée juste derrière moi, la Mustang verte de Gabriel. Quand elle est sortie, souriante malgré le froid, elle m'a présenté une amie. Nathalie Hubert. Les mots étaient simples, ma copine. J'ai d'abord cru qu'elle parlait d'une amie. Mais Nathalie, calme et sûre d'elle, a précisé « on est ensemble ». Je n'ai rien dit, sinon « tu prends soin d'elle ». Elle a hoché la tête. J'ai su que Gabriel avait quelqu'un. Enfin. Dans la salle, l'ambiance était festive, bruyante, presque trop. Ma mère discutait avec Josiane et Bernard Segal, tentant visiblement d'éviter un autre visage. Mais le destin ne m'a pas laissé tranquille longtemps. Bernadette est arrivée, comme toujours, au moment où on espère qu'elle ne viendra pas. Et avec elle, Charlène. Évidemment. Trop maquillée, robe trop serrée, sourire trop large. Elle m'a vu. Elle s'est approchée, m'a lancé un regard provoquant. Alors, Antoine? On m'a dit que t'avais un nouveau mec, c'est vrai? Roland? J'ai souri, tendu la main à son compagnon du moment, Romain Verdier, visiblement ivre. Il peinait à tenir debout, et Charlène s'y accrochait comme à une bouée. Lorsqu'elle m'a dit que Romain valait 2 fois moins, j'ai haussé les épaules. Parfait. Tu mérites mieux, non? Plus tard dans la soirée, les musiciens ont lancé une valse. J'ai dansé avec mes sœurs, avec Gabriel, même avec ma mère. Mais c'est en observant Nathalie et Gabriel tournoyer ensemble, leurs regards accrochés comme 2 aimants,
que j'ai ressenti ce que je ne ressentais plus, de la gratitude. Et peut-être un peu d'espoir. Puis il y a eu la scène. Jérôme, mon frère cadet, a voulu parler à Gabriel. Faire la paix, disait-il. Mais Léa ne l'a pas laissé faire. Les mots ont vite dépassé les intentions. Une gifle. Puis le silence. Jérôme s'est effondré. Ma mère l'a chassé d'un ton sec. Gabriel, bouleversé, a été emmené à l'écart par Nathalie. Elle l'a calmé. Encore une fois. Discrètement, avec cette présence qui remplace 1000 discours. Léa m'a regardé, ému. On n'a rien dit. Pas besoin. Avant la fin de la nuit, j'ai dansé une dernière fois avec ma mère. Le parquet se vidait. Romain et Charlène avaient disparu, probablement évacués, ou déjà endormis dans un coin sombre. Mais ce n'était pas ce qui m'inquiétait. Ce qui me troublait, c'était cette question qui me revenait en boucle. Comment Charlène pouvait-elle encore avoir un abonnement à ce club? Et surtout, qui le payait? À la sortie, une jeune femme à la consigne, Vanessa, m'a rendu mon manteau avec un sourire qui s'effaça rapidement. Quelque chose n'allait pas. En creusant, j'ai appris que son petit ami avait pris sa voiture sans permission et refusait de répondre à ses appels. Elle n'avait aucun moyen de rentrer chez elle. Je lui ai tendu mon téléphone. Appelle avec ça. Peut-être qu'un numéro inconnu le fera décrocher. Bingo. Au bout de 3 sonneries, il a répondu. J'ai pris une voix grave. T'inquiète pas, on la ramène. Puis j'ai raccroché. Vanessa était sidérée. Quand je lui ai proposé de la raccompagner, elle a hésité, puis accepté. Le trajet a duré 24 minutes. Dans ma voiture, elle sentait le parfum de vanille et portait encore son uniforme du club. On a parlé. De sa famille, de ses 2 demi-sœurs, de sa mère, Nadine, d'un appartement trop petit. Elle vivait dans le monde que moi, j'avais fui, mais sans jamais se plaindre. Avant de sortir de la voiture, elle a tenu à échanger nos numéros. Elle a pris mon téléphone, s'est appelée, et a ri. Comme ça, t'as le mien aussi. Puis elle s'est penchée, m'a embrassé doucement, et m'a mordu la lèvre. Légèrement. Juste assez pour que j'en reste figé. Ce soir-là, en me brossant les dents, je me suis surpris à sourire. C'était étrange. Inattendu. J'avais cru que je ne ressentirais plus rien. Et pourtant, il y avait eu ce petit frisson. À minuit passé, mon téléphone a vibré. Vanessa. Elle me souhaitait une bonne année. Et m'invitait à déjeuner. Du chou, des pois aux yeux noirs, du jambon, et une tonne de bacon. J'ai hésité. J'allais avoir 43 ans en février. Elle en avait quoi, 26? 27? Mais elle s'en fichait. Tu manges du chou, non? Alors t'es invité. J'ai ri. Et j'ai dit oui. Le déjeuner chez Vanessa ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Une table trop petite pour tous, des rires qui fusaient de partout, des enfants qui couraient dans le couloir, une mère, Nadine, qui régnait d'un geste ferme mais tendre. Elle m'a accueilli avec un mélange d'humour et de curiosité, m'a remercié pour les fleurs que j'avais apportées, des roses blanches pour Vanessa, un bouquet multicolore pour elle. J'avais aussi amené du vin, de la bière, du pain frais. Trop, évidemment. Mais je ne savais pas faire les choses à moitié. Et puis, il fallait bien marquer ce moment. Autour de la table, les présentations se sont faites dans le désordre. Clarissa et Béa, les demi-sœurs de Vanessa, étaient vives, bruyantes, épuisantes. Leur père, François, postier de métier et force tranquille, m'a serré la main d'un air approbateur. Il n'a pas posé de questions inutiles. Il a juste observé. Nadine, elle, n'a pas cessé de me charrier sur mon appétit, sur mon statut, sur ma façon de regarder Vanessa quand elle riait. Le repas s'est déroulé dans un chaos organisé. Le vin a circulé, même entre les jeunes, qui ont grimacé après une gorgée avant de revenir au thé glacé. J'ai mangé plus que je ne devais. Le pudding à la banane m'a achevé. Et pourtant, ce n'était pas la nourriture qui m'avait nourri ce jour-là. C'était eux. Leur chaleur. Leur naturel. Leur bordel. À la fin du repas, alors que les enfants s'éparpillaient dans le salon, que Vanessa s'appuyait contre mon épaule, j'ai su.
Ce n'était pas une aventure. Ce n'était pas un pansement. C'était un début. Elle m'a proposé d'aller au cinéma. Rien de planifié. Juste une envie. Nous avons fini devant le cinéma Le Lumière, à Lyon, collés l'un à l'autre dans le froid. La file d'attente était longue. Une quarantaine de personnes. Et parmi elles, Charlène. Je l'ai vue avant qu'elle ne me voie. Les cheveux blonds, les racines sombres apparentes, une robe trop courte pour la saison, accrochée à un jeune type que je ne connaissais pas. Ils s'embrassaient sans pudeur. Se touchaient comme deux ados. Pendant une seconde, j'ai cru halluciner. Elle m'a aperçu. Son regard s'est figé. Puis elle a vu Vanessa. Son expression a changé. Moquerie. Dégoût. Jalousie. Une des petites copines de Gabriel, a-t-elle lancé. J'ai gardé le sourire. J'ai présenté Vanessa. Ma compagne. Elle a bafouillé, parlé de Roland. Trop saoul ce soir, a-t-elle admis. J'ai acquiescé. Ce n'était pas une surprise. À l'intérieur, alors que nous commandions des snacks, Vanessa hésitait. Je lui ai dit, prends ce que tu veux. Charlène, derrière nous, a entendu. Elle a blêmi. Et quand Vanessa m'a appelé Tony, elle a explosé. Tu haïssais qu'on t'appelle comme ça. J'ai haussé les épaules. Quand c'est elle, j'aime. Elle a craché, elle finira jetée, comme toutes les autres. J'ai répondu, seuls les déchets sont jetés. Elle m'a insulté. J'ai souri. Puis j'ai tourné la page. Après le film, Vanessa m'a embrassé longuement. Mais je ne suis pas rentré seul. Je suis passé chez ma mère. Suzanne m'attendait avec du café. Elle m'a écouté raconter la scène au cinéma. Puis elle est allée chercher une pochette plastique. À l'intérieur, un dossier d'un détective privé, engagé autrefois par mon père. 27 mois de surveillance. Dépenses, alcool, négligence. Mais pas d'infidélité. S'il y en avait eu, on te l'aurait dit, m'a-t-elle assuré. Mon père, malgré tout, avait tenté de me protéger. Le lendemain, retour au travail. L'usine tournait. Les parkings étaient pleins. J'ai convoqué Bruno Collet. Il s'est pointé avec son habituel sourire en coin. Il n'a pas eu le temps de s'asseoir. Tu es viré. Il a protesté, parlé des promesses de mon père. Des écrits? Silence. Il est sorti escorté par la sécurité. Ils sont fidèles à moi, pas à l'usine, a-t-il lancé. Je l'ai regardé sans ciller. Ils sont fidèles à leur salaire. À leur famille. Pas à toi. Dans mon bureau, mon téléphone a vibré. Tony affichait l'écran. Vanessa. Tu t'ennuies déjà? A-t-elle demandé d'une voix taquine. J'ai souri. Je pensais encore à la veille. À ses mains, à son souffle. Tu me manques. Puis j'ai levé les yeux. Corinne m'a demandé comment s'était passé mon réveillon. J'ai répondu sans réfléchir, incroyable. Juste incroyable. Elle m'a regardé, surprise. Moi, j'étais déjà ailleurs. J'avais une idée. Une certitude. Il était temps. J'ai quitté le bureau sans prévenir. J'ai appris que Vanessa travaillait l'après-midi, sans voiture, son ex l'avait perdue après un contrôle en état d'ivresse. Je suis allé la chercher. À l'appartement, j'ai dû passer par la ronde des câlins, Béa, Clarissa, Nadine, puis Vanessa, radieuse. Nous avons déjeuné à Dusty's Country Kitchen, puis direction le club de Bois de Clément. Là, dans un coin, je lui ai offert un petit écrin. Un collier en or, 3 diamants. C'est vrai, a-t-elle soufflé. Je ne risquerai pas de te verdir le cou. Elle a baissé les yeux. Puis elle a murmuré, tu sais, je ne fais pas ça avec n'importe qui. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin. Elle était là. Moi aussi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies,
touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.